Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 mars. C'est le 4e épisode du Master Mag de la team M1 et Nina est là pour m'accompagner. Bonjour Nina. Bonjour Oscar, bienvenue à tous. Aujourd'hui, pour commencer, on va pouvoir aborder plusieurs sujets dans notre épisode hebdomadaire. On parlera d'une bouquinerie solidaire, des buralistes en reconversion, des bières qui roulent, mais aussi de l'association 111. Mais tout de suite, on commence avec Léonie, qui va nous parler de la manif du 8 mars. Bonjour. Bonjour Léonie. Un reportage réalisé en compagnie de Ivoire, Angèle et Juliette. En ce 8 mars, journée des droits des femmes, les Lillois se sont rassemblés place République pour lutter contre les inégalités salariales et les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, nous faisons un rassemblement pour être visible, pour rappeler qu'il y a encore des droits à gagner pour toutes les femmes françaises et dans le monde. Il faut dire qu'il y a encore des choses à gagner pour les femmes et que l'inégalité salariale, par exemple, on est quand même dans la France du 21e siècle. Aujourd'hui, une femme gagne 26% de moins qu'un homme. Et une femme retraitée gagne 40% de moins qu'un homme retraité. Il y a des réglementations qui existent et notamment là le texte qui est paru concernant les index salariaux. Les entreprises devront afficher les écarts salariaux entre une femme et un homme, les progressions de carrière entre un homme et une femme. Et on attend du gouvernement non seulement qu'il fasse appliquer ces textes, mais qu'il sanctionne les mauvais élèves. Des mauvais élèves contestés par les hommes qui prennent de plus en plus part à ce combat. Les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On le réaffirme. On réaffirme les droits, mais aussi les violences faites aux femmes. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde présent, des femmes, mais aussi des hommes. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que dans la société d'aujourd'hui, on commence à engager les débats nécessaires sur le droit des femmes. Et ça, c'est très important. D'ordre général, c'est déjà banalisé. Mais encore plus quand c'est les femmes. On le voit bien dans le sexisme, etc. Elle n'avait qu'à pas mettre une jupe. Une femme, avant tout, j'ai même pas envie de parler d'homme ou de femme. Ça, c'est une question de sexe. On est des êtres humains avant tout. À partir de là, c'est vraiment reconnaître l'être humain comme tel. Je pense que tout est possible. Tout est possible et tous les jours, sans faire d'efforts. Pour en parler, nous sommes donc avec Léonie. Bonjour Léonie, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Y avait-il du monde? Est-ce qu'on peut dire que cette journée était un succès? Eh bien, le vendredi, il y a eu à peu près 350 personnes à Lille. Et le samedi, il y a eu plus de 500 personnes. Donc, en fait, c'était la 42e journée des droits des femmes. Donc, nous, on a fait tout ce tournage-là. Ça concerne le vendredi midi, parce qu'il y a eu un premier rassemblement vers 12h30, place de la République. Et après, il y a eu un autre rassemblement le vendredi après-midi à 15h40. Et le samedi après-midi. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Déjà, je tiens à préciser que on dit journée des femmes et pas journée de la femme. Parce qu'en fait, journée de la femme, ça mettrait vraiment en valeur une entité de femme. Et c'est plus quand on dit journée de la femme, une journée promotionnelle marketing. Alors là, c'est vraiment journée des femmes parce que les femmes, elles sont nombreuses, elles sont uniques et différentes et elles luttent vraiment pour les droits des femmes. Donc, pour revenir un peu sur l'histoire, ça a été officialisé en 1977 par les Nations Unies. Cette journée trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes au début du XXe siècle et elles luttaient pour avoir des meilleures conditions de travail et pour avoir à l'époque le droit de vote des femmes qui a été finalement accordé en 1944. Donc aujourd'hui, les manifestations, elles se passent dans le monde entier. C'est vraiment pour faire un bilan sur la situation des femmes, pour pointer du doigt aussi les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, mais aussi les violences sexistes et sexuelles. Et c'est vraiment deux causes qui se rejoignent parce que le problème, en fait, c'est un problème de non-respect, que la femme est vraiment vue comme un objet. Il faut savoir aussi que tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Il y a déjà eu 30 victimes depuis le 1er janvier, donc c'est énorme. Donc vraiment, le but de cette manifestation, c'est que ce soit ancré dans les mentalités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et pas seulement le temps de la manifestation. Et les groupes et les associations militantes, elles continueront jusqu'à ce qu'elles aient l'égalité homme-femme. Pour une égalité parfaite. Donc. Exactement.
Alors comment la manifestation s'est déroulée ? Eh bien, c'était un projet porté par la Maison des Femmes à Lille qui regroupe environ une vingtaine d'associations féministes. Donc, il y a eu le premier rassemblement à 12h30 le vendredi, comme je vous ai dit. Ensuite, à 15h40, il y a eu un autre rassemblement. Donc là, il y a même eu un appel à la grève nationale de la CGT, de la FSU et des Solidaires. Pourquoi 15h40 ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est l'heure théorique à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement. Les femmes, il faut savoir qu'elles sont payées 26% en moins que les hommes, comme disait Valérie Lerec dans le reportage. Et ensuite, il y a aussi un rassemblement le samedi 9 mars. Et là, tous les manifestants étaient appelés à manifester avec un foulard. Donc en fait, ils ont manifesté jusqu'à la salle du gymnase, donc place Sébastopol. Ils sont passés par la Grande Place, par la rue Nationale. Et quand ils arrivaient au gymnase, il y avait une sorte de village associatif où il y avait des ateliers, des conférences. Et le soir, il y a même eu un concert 100% féminin. Et la journée, le samedi, la marche, elle était menée par Alexandra Lange. En fait, c'est une femme qui a été acquittée pour le meurtre de son mari violent en 2012. Donc pour eux, c'était aussi un symbole. Il faut savoir que la ville de Lille a aussi adopté en décembre 2017 un plan égalité homme-femme. Et là, du 2 au 20 mars, il y a beaucoup d'événements à Lille qui sont organisés pour sensibiliser le grand public et particulièrement les femmes et les hommes. On a vu dans la deuxième partie du reportage qu'il y avait de plus en plus d'hommes qui étaient présents dans ces manifestations. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce qu'il y a une conscience accrue vis-à-vis de ces problématiques ? Eh bien, justement, en fait, on se rend compte, parce que cette manifestation a lieu tous les ans, on se rend compte que d'une année à l'autre, il y a vraiment de plus en plus d'hommes qui manifestent. Et alors, en fait, ces hommes sont là pour manifester, en particulier contre le sexisme. Par exemple, récemment, il y a eu une enquête sur France Info, hashtag entendu à la rédac, avec des citations comme « Je ne comprends pas pourquoi on envoie une fille au salon de l'agriculture », les faits divers, ce n'est pas pour les femmes, ou encore « Je ne sais pas si elle va y arriver, il faut des épaules et c'est une femme ». Il y a aussi eu les révélations de la Ligue du LOL, que vous en avez entendu parler, avec des journalistes qui harcelaient des jeunes femmes, ou aussi le mouvement MeToo, assez récemment aussi, qui a vraiment, lui, ouvert les esprits et a fait prendre conscience du quotidien de la femme, en fait, que ce soit dans le monde professionnel ou privé. Donc là, c'est important, en fait, pour les hommes de manifester et de lutter pour les droits des femmes et de montrer que tous les hommes ne sont pas comme ça, justement. Mais pour finir, je finirai avec une petite citation d'André Léo, une romancière du 19e siècle, qui dit « Aux hommes, tous leurs droits et rien de plus, et aux femmes, tous leurs droits et rien de moins ». D'accord, donc pas de débordement à signaler durant cette manifestation. Non, pas de débordement, c'est pas un mouvement comme les Gilets jaunes, on va dire. Merci Léonie. Si de colère il n'y a pas eu, c'est un état d'esprit que l'on trouve beaucoup chez les buralistes ces derniers temps, surtout depuis l'augmentation continue du prix du tabac. Alison, Angèle, Com et Nina se sont rendus à un bureau de tabac rue de Paris pour mesurer ce mécontentement. Le prix du paquet de cigarettes ne cesse d'augmenter. Les buralistes observent une baisse de leurs ventes. Aujourd'hui, ce commerce de proximité, lien social avéré entre les citoyens, semble menacé. C'est simple, en 2003, on était plus de 45 000 buralistes en France. Aujourd'hui, on n'est plus que 24 501. Donc sur 16 ans, on a perdu à peu près 1500 buralistes. Donc 1500 entreprises avec salariés, etc. Suite à l'augmentation du tabac, c'est clair. Et ça, c'est juste sur le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Pour M. Carpentier, la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron devrait s'appliquer à l'ensemble de l'Union européenne. Et là, avec le nouveau gouvernement de M. Macron, nous avait promis un paquet à 10 €, mais avec une harmonisation fiscale européenne, ce qui n'a pas du tout eu lieu, puisqu'on n'a pas le droit de toucher aux taxes sur les autres pays européens. Du coup, il n'y a que nous qui augmentons. Mais là, on se demande sincèrement si la santé publique elle est plus importante en France qu'en Belgique ou en Andorre ou au Luxembourg, en Allemagne. Alors par-delà, forcément, quand vous mettez 2 fois le prix d'un paquet de cigarettes, forcément, on ressent une baisse de volume. À part les initiés qui savent comment ça fonctionne un paquet de cigarettes et où va l'argent, clairement, si demain on vous dit pour la même chose, ici vous le payez 5 €, de l'autre côté vous le payez 10 €, la réflexion, elle est vite faite, quoi. Les prix de plus en plus hauts découragent certains clients et poussent les buralistes à se réinventer. Depuis le 1er mars 2018, oui, on a à peu près entre 10 et 15% de volume en moins vendu en France. Ouais. Alors le problème dans tout ça, c'est que quelqu'un qui vient chercher un paquet de cigarettes, ou pour autre chose d'ailleurs, s'il ne vient plus, il vient plus prendre son petit café, prendre un paquet de chewing-gum ou une boisson emportée. Aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui passent chaque jour chez nous. Donc chaque jour,
il y a 10 millions de personnes qui passent le pas de porte d'un bureau de tabac, presse, PMU, etc. En sachant que sur ces 10 millions de personnes, il y a 40% de non-fumeurs. Donc il y a 4 personnes sur 10 qui sont non-fumeurs et qui viennent dans un bureau de tabac pour faire un loto, pour prendre un café, pour tout et n'importe quoi sauf le tabac. Donc il y a un réel potentiel de pouvoir peut-être développer ce chiffre-là. On essaye de trouver d'autres activités qui puissent justement combler ce manque en trésorerie et en passage client. C'est pour ça qu'on commence à clairement développer la cigarette électronique, qui est autre chose. Mais qui est complètement complémentaire avec la cigarette. C'est tout à fait possible. Avec d'autres activités qu'on faisait peut-être pas avant, donc genre relais colis, genre dépôt de pain, genre le bar pour ceux qui faisaient pas de bar avant. Là aujourd'hui, on va peut-être vendre aussi les tickets de train. Donc en discussion avec la SNCF, avec Monsieur Pépi. Et si peut-être, éventuellement, et ça encore une fois, c'est du peut-être, on est en pleine négociation avec ça, encaisser tout ce qui est taxe foncière, voire impôt à l'avenir, quoi. Alors le but, tout à fait, nous, c'est d'être le premier commerce de proximité, donc on l'est déjà, mais de continuer de le développer, de devenir le drugstore de demain, quoi. Bonjour Alison, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce monsieur Carpentier ? Alors oui, c'est donc non seulement il a un buraliste, c'est un buraliste rue de Paris, donc anciennement rue Pierre-Mauroy, mais il est aussi président du syndicat des buralistes Hauts-de-France. Donc c'est celui que nous avons vu justement dans le reportage et qui a bien voulu répondre à nos questions. Donc la problématique de ce reportage, c'est donc la reconversion des buralistes. On aimerait savoir en fait comment s'effectue cette reconversion, quels sont les futurs services qui seront proposés dans les bureaux de tabac. En fait, il faut savoir que les buralistes actuellement, ils ont plusieurs services. Donc là, bien évidemment, ils ont le monopole au niveau du tabac, aussi de la Française des Jeux, donc tout ce qui est jeux loto. Mais en général, ils proposent aussi d'autres services, des services de proximité. Donc c'est café, brasserie, dépôt de pain, comme il le disait. Ou dans ce cas, maintenant, en fait, il y a des discussions qui sont faites à propos du sujet des billets de train SNCF. Donc pour le moment c'est une phase de test. Donc ce sont juste des billets de TER. Mais il y aura aussi peut-être, c'est en discussion, ce sera peut-être un relais de poste aussi à la fois. C'est-à-dire qu'on pourra chercher nos colis directement dans les... Comme ils le font déjà un peu. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, là, actuellement, c'est plutôt les relais, Mondial Relais, alors que là, ce sera vraiment la Poste. Mais c'est en discussion, rien n'est fait pour le moment. D'accord. Et est-ce qu'on observe une réelle baisse du nombre de fumeurs en France depuis les augmentations des cigarettes ? En fait, à vrai dire, donc, Christophe Carpentier nous disait qu'en fait, il y avait dans les chiffres 1 million de fumeurs en moins. Donc, d'après lui, c'est plutôt 1 million de paquets de tabac vendus en moins. Sauf qu'en fait, il y a une enquête qui était sortie en 2018. Donc, elle a été fondée sur des échantillons de personnes, donc environ 25 000 personnes. Et entre janvier 2017 et juillet 2017. Et en fait, ils ont montré, c'est l'organisme Santé publique France qui a démontré qu'en fait, il y avait vraiment une baisse des fumeurs quotidiens en France de 2,5 points, ce qui représente à l'échelle française 1 million de fumeurs en moins. Après, au niveau de la vente de tabac, oui, en fait, en général, les buralistes observent 2% de ventes en moins. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a le commerce transfrontalier. Donc, par exemple, ici, avec la Belgique ou, par exemple, l'Espagne. Donc, c'est peut-être ça, c'est ce qui est plus difficile à quantifier, en fait, le commerce du tabac. Vu que c'est un commerce aussi, un marché noir. Mais 1 million, normalement, 1 million de personnes en moins. D'accord. Très bien. Eh bien, merci Alison d'être venue répondre à nos questions. Tout de suite, on passe à un sujet un petit peu plus délicat. Direction Place Sébastopol et la salle du gymnase pour parler de l'association 111, un reportage de Justine, Océane et Justine. Situé place Sébastopol, le gymnase lillois accueille cette semaine l'association 111 des Arts à l'occasion d'une expo-vente. Un événement mis au profit de la recherche sur les cancers et de l'hospitalisation des enfants. Notre association lilloise existe depuis avril, date officielle. Et puis son objectif, c'est de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants et l'hospitalisation en vue d'un mieux-être des enfants et des adolescents. Voilà. Tout ça en faisant appel à la générosité des artistes.
Nombreux sont les artistes à avoir répondu présent. Et on a eu 264 candidats pour 111 sélectionnés. Donc on a dû composer un jury composé de personnalités de l'art. Il y avait quelqu'un de la maison de la photo, quelqu'un des beaux-arts, un commissaire-priseur, un galériste, voilà. Et ils ont été sélectionnés, on en a gardé 111. Parmi eux, l'artiste de street art Lem, parrain de l'association, est touché par l'histoire personnelle des deux fondatrices de 111 des Arts. Nos enfants nos enfants décédés, qui sont à l'origine de notre projet, Justine et Paul-Émile, étaient soignés au centre Oscar Lambré de Lille. Donc on s'est dit naturellement cette année tous les fonds pour le centre Oscar Lambré de Lille. Et pour leur pôle recherche et leur projet d'extension pour les plus âgés. Une cause qui touche aussi les visiteurs. Malheureusement, j'ai perdu un petit-fils quand il était jeune et j'ai tout de suite... c'est une association pour les enfants qui sont malades d'un cancer ou au bénéfice d'Oscar Lambré. Donc j'ai tout de suite, ça m'a tout de suite attirée. En fait, moi je suis une ancienne patiente du col. Donc j'ai eu un cancer quand j'avais 15 ans. Et donc la maman de l'un de mes amis avec qui j'étais en traitement et qui est décédée est l'une des mamans qui organise l'exposition. Et moi j'ai fait quelques stages en musée et du coup je suis un peu formée sur ces questions et j'ai aidé donc au niveau des rédactions de tous les cartels, donc les textes de présentation des 111 artistes. Et donc ma grand-mère m'a donné un peu d'argent et je viens donc acheter une œuvre, voilà. J'ai choisi l'atelier d'Amélie Bocquier qui est une graveuse qui fait des gravures, donc des linogravures sur linoléum et c'est super joli, donc voilà. Cette exposition s'étendra du 11 au 17 mars. Un reportage très émouvant. Bonjour Justine, tu vas nous en Oscar. parler. Bonjour. Bonjour Nina. Avez-vous connaissance du succès de l'exposition ? Eh bien pour l'instant pas vraiment parce on s'est rendu en fait à la première journée de cette expo-vente et donc je peux malheureusement pas vous dire les chiffres exacts parce qu'on est arrivé en fin de matinée donc les personnes sont arrivées goutte à goutte en fait pendant la matinée et dans la journée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'association ? Alors oui, l'association a été fondée en 1995 et elle est présente à Lyon, Paris, Toulouse et maintenant à Lille depuis 2018. Donc en fait, le fonctionnement c'est le même pour chaque ville. En fait, il se base sur les cotisations des membres de l'association, mais aussi sur les expos-ventes comme celle de Lille pendant cette semaine. Et à ce propos, pourquoi avoir choisi une exposition d'art pour effectuer cette collecte ? Alors en fait, c'est tout le but de l'association qui s'appelle 111 des Arts, je le rappelle. Donc c'est vraiment une association créée pour sensibiliser les membres de l'association, mais aussi le public à cette cause qui est quand même, qui touche une majorité d'entre nous, malheureusement. Mais cette exposition est liée à la culture, notamment par l'art. Alors là, on a vu dans le reportage des tableaux, mais il y a aussi plusieurs artistes qui ont été présents, dont Lem, par exemple, un artiste lillois de street art. Donc l'association mélange culture et aussi création artistique et organise justement des événements culturels pour cette cause. Merci beaucoup Justine. Une exposition-vente très solidaire, oui, très touchante à destination d'enfants dans le besoin. De solidarité, il est aussi question dans cette bouquinerie où se sont rendus Quentin, Élise et Maude. Lancée en septembre 2015, la bouquinerie du Sar propose un service de récupération et de revente de livres. Elle emploie exclusivement des personnes en réinsertion professionnelle. Depuis décembre 2017, une librairie est ouverte au public. Domitille Willemeyer en est la responsable. Alors la bouquinerie du Sar, c'est une entreprise de réinsertion. L'idée, c'est d'offrir du travail à des gens qui sont dans les centres d'hébergement. Et en ayant ce contrat de travail, ils peuvent accéder à une vie plus autonome, donc un nouveau logement, donc sortir du centre d'hébergement, et un nouveau travail. En fait, on collecte des livres dans toute la métropole. On a une centaine de points de collecte dans toute la métropole. On reçoit aujourd'hui 5000 livres par jour à peu près, qu'on trie. Et on en met une partie dans cette librairie et une partie sur Internet, où on a un stock de 80-85 000 livres vendus sur Internet. Tous les livres sont à 2 €, mais on trouve vraiment tout type de produits, du livre neuf, du livre plus ancien, du classique, de la BD, du manga, de la livre jeunesse, voilà, des DVD à 1 €, des CD à 1 €, voilà, tous les produits culturels, même les vinyles, où on organise de temps en temps des grosses ventes de vinyles, parce que c'est un produit qui revient beaucoup à la mode. La responsable de la librairie nous explique comment leur est venue l'idée. En souhaitant créer quelque chose en fait pour la réinsertion, donc il fallait un métier qui soit facile à apprendre et un peu porteur d'avenir. Et après, on s'est intéressé au métier du recyclage. On a regardé Le Relais, Emmaüs, qui sont des gens qu'on connaît très bien. On a eu l'idée de le faire que sur les produits culturels. Domitille Willemeyer nous présente les différents postes proposés aux employés en réinsertion.
En fait, ils trient, préparent les commandes, voilà, ils reçoivent les donateurs. Oui, c'est à peu près 3 postes, ouais. Ça dépend, parfois on fait préparation de commandes et parfois, comme aujourd'hui, on trie le livre avec le code barre et parfois on accueille les gens qui bossent de livres ici. Brigitte Benhamed, villeneuvoise, est une habituée de la bouquinerie du Sar. Je fais un petit tour, aussi bien des livres que des CD, des DVD, des livres d'enfants, tout ça. Je connais depuis peut-être 2 mois en fait. J'ai ramené des sacs de livres de chez moi et après j'ai pris l'habitude de venir à peu près 2 fois par semaine. On peut le commander par internet, mais je trouve ce que j'ai besoin en fait sans chercher forcément les nouveautés. Il y a des choses qu'on n'a pas lues et qu'on voudrait lire déjà depuis longtemps. Les livres que la bouquinerie ne garde pas après le tri sont recyclés par une autre entreprise solidaire. Une belle initiative solidaire pour partager la culture. Bonjour Quentin, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Bonjour Nina, bonjour Oscar Lippert. Bonjour Quentin. On pense que le marché du livre est en difficulté en ce moment. Est-ce que cette bouquinerie marche bien? Alors c'est assez paradoxal parce qu'avec l'ère du numérique et d'Internet, on pourrait penser que les livres marchent moins bien, sauf que c'est totalement l'inverse puisque lors du reportage, il y avait beaucoup de monde. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme on l'a vu dans le reportage, il y a 2 lieux. Donc il y a le lieu physique, donc la librairie, et on peut également commenter sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Et d'ailleurs, petit scoop, puisqu'on a travaillé, ils vont nous ouvrir une nouvelle boutique à Ronchin. D'accord. Et je me demandais, vu que ce lieu est devenu une bouquinerie, est-ce que vous savez déjà pourquoi c'est devenu une bouquinerie et qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors avant, il y avait 2 bâtiments, il y avait une boutique bio et une boulangerie. Alors comme on l'a vu, ça a été repris en septembre 2015 pour créer l'entreprise et la librairie a vu le jour en décembre 2017. Et c'était nécessaire parce qu'il y a à peu près 80 000 livres de stockés dans ce bâtiment et donc c'était nécessaire d'avoir 2 bâtiments distincts. Et voilà. Très bien. Vous dites aussi dans le reportage que les employés ne restent qu'1 an, par souci de tournée. Oui. Est-ce que le contact est conservé entre ces employés? Alors, je vais vous apporter une réponse magnifique, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Comme dans tous les domaines, ça dépend des affinités qu'on peut avoir avec les différentes personnes. Mais généralement, il reste donc 1 an et ils ont à peu près 10 personnes par an. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a des affinités et que des fois les contacts se perdent ou se renforcent, les personnes travaillent avec un membre de l'équipe pour trouver un travail après le travail dans cette bouquinerie. D'accord. Merci beaucoup Quentin d'être venu nous en parler. Merci Quentin. Tout de suite et pour finir ce Master Mag, nous allons parler d'un brasseur ambulant que nos équipes sont allées rencontrer directement sur le lieu de travail. Un reportage de Sophie, Olympe et Thibaut. Serait le Nord sans la bière. Pour en savoir plus sur la fabrication de ce breuvage nordiste, nous nous sommes rendus rue de la Pilaterie à Marc-en-Barœul près de Lille. Nous avons rencontré Nicolas Lalo, propriétaire d'une brasserie ambulante. Alors là pour le coup on est chez moi, donc je brasse ici aujourd'hui chez moi comme ça m'arrive. Pour autant cette caravane aménagée en microbrasserie n'est pas censée vraiment rester là. Voilà, elle est ambulante, elle va se promener et elle va aller à la rencontre de celles et ceux qui auront décidé de faire leur propre bière, qui auront contracté une prestation de microbrassage pour un événement particulier, professionnel. Voilà, ça s'adresse un peu à tout le monde. On élabore une recette ensemble sur la base d'une bière que le client apprécie. Et puis voilà, moi je fais mon mélange de malt en amont et le jour J, la caravane arrive et pour une demi-journée, nous brassons tous ensemble cette bière. L'entreprise, elle, est en train de naître. Pour autant, moi je brasse la bière depuis environ 5 ans. La demi-journée de brassage, ce que je fais là aujourd'hui, demi-journée, 4-5 heures. Pour autant, à la fin de cette journée, on n'a pas de bière. On a un liquide sucré, houblonné, maltais, qui est du mou. On va l'ensemencer, on va y mettre des levures et là par contre le mou va partir en fermentation le soir même, ce soir. Ça va durer 8 à 10 jours après le brassage. Fermentation, ça veut dire que le liquide devient de la bière puisqu'il y a de l'alcool. On pourrait embouteiller au bout de 8 à 10 jours, ce serait peut-être un peu dommage parce que moi je préfère faire une garde après la fermentation dite primaire, celle qui va suivre là pendant une semaine. Je change de fût.
je change de température. On était à 25 degrés dans le fermenteur. On change de fût, je passe dans un fût de garde froid, 2, 3, 4, 5 degrés. Et là, pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, la bière va s'affiner et puis elle va décanter aussi. Donc elle va subir une clarification naturelle. Et puis après quoi, on pourra embouteiller quelque chose qui est un peu plus raffiné. Je mélange le malt d'orge avec de l'eau chaude. C'est une infusion. C'est une infusion qui va durer 1h30 environ, pendant laquelle on va extraire les sucres de la céréale. C'est de l'amidon pour l'instant, et grâce à des enzymes, les amylases, les bêta-amylases et les alpha-amylases, on va transformer cet amidon en sucre plus petit, en sucre fermentescible, qui seront attaqués plus tard dans le processus par les levures pour faire de l'alcool et du gaz carbonique. Donc j'ai construit pas mal de petites machineries comme ça. Celle-ci est donc la dernière, elle est très efficace, j'en suis très fier. J'ai construit tout ça et dans mes plans, j'ai quand même fait en sorte d'avoir toute cette machinerie frontale, là où on est. À savoir que chacun est invité à manipuler les vannes, à brasser comme je le faisais quand vous arriviez, à actionner les pompes. Après, on mettra le houblon, tout ça, c'est aussi, voilà. Je peux rester derrière les bras croisés à proposer les tâches à accomplir. Je peux tout faire aussi en autonomie. Voilà, l'intérêt, effectivement, c'est que chacun mette un peu la main à la pâte et puis finalement, c'est une bière d'équipe. Évidemment, ces bières artisanales sont à déguster avec modération. Santé. Bière qui roule, la caravane à brasser et Sophie pour venir nous en parler. Bonjour Sophie. Bonjour Oscar, bonjour Nina. Question primordiale, comment est née l'idée de la brasserie ambulante ? Alors il faut savoir que notre ami Nicolas à l'origine n'est pas du tout brasseur, il est photographe et sa passion c'était de brasser donc chez lui à l'aide de petits kits. Et en fait c'est sa femme le voyant faire qui l'a encouragé dans cette voie et qui lui a dit mais tu devrais vivre de ta passion. Il a un petit peu hésité parce qu'en fait, notre monsieur brasseur fait des prestations, donc il se rend à des événements privés pour brasser avec ses clients. Et les clients n'ont donc pas leur bière à la fin de la journée. Il faut attendre entre 3 et 6 semaines pour qu'ils récupèrent leur bière. Donc pour lui, c'était un pari un peu risqué. Il s'est lancé en écoutant donc sa dulcinée et finalement, ça fonctionne. Très bien. Et est-ce qu'il a prévu de vendre des bouteilles au détail, des bouteilles individuelles ? Alors, a priori, pas tout de suite. Il exclut pas l'idée, par exemple, de faire vivre certains petits commerces lillois. Vraiment, pour lui, ce qui compte, c'est le local, le lien et la proximité avec ses clients. Mais comme il tient à son concept ambulant de caravane, lui, il veut maintenir ce côté réunion avec des personnages et rencontrer en fait ses acheteurs et goûter la bière avec ses clients. Donc pas tout de suite, mais il y songe en effet. Et vous en avez forcément profité pour la goûter, cette bière ? Alors forcément... Eh bien, les avis sont partagés au sein de l'équipe parce que figurez-vous que c'est une bière donc, très amère avec donc, beaucoup de malt et de houblon. Du coup, la brune avait un goût assez soutenu, on va dire, et par contre, la blonde a fait l'unanimité. D'accord. Merci Sophie, merci beaucoup. Je vous en prie. On va maintenant passer à l'agenda culturel de la semaine et c'est Cathy qui va nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Alors, Bonjour. qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire cette semaine à Lille pour les férus d'expo ? Donc, je vous propose d'allier l'actualité à la culture. Mais d'abord, si je vous dis Bouteflika, qu'est-ce que vous me dites ? Algérie. Tout simplement, et si vous avez été impressionné par la ténacité et la soif de démocratie du peuple algérien, je vous propose d'aller découvrir cette exposition qui se déroule au musée de la piscine de Roubaix. Donc, c'est une exposition qui se déroule donc à Roubaix. En ce moment. C'est pas grave. Donc, c'est une expo qui s'appelle Le Printemps algérien. Donc, on y retrouve notamment 130 œuvres de Gustave Guillaumet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peintre orientaliste qui est amoureux de l'Algérie et qui a découvert ce pays donc par hasard. Et c'est un pays qu'il a l'habitude de peindre en montrant la famine qu'a pu connaître les populations algériennes. Et il n'y a pas que des œuvres de Guillaume
de Guillaumet, excusez-moi, puisqu'il y a aussi plein d'autres œuvres qui proviennent de collections publiques et privées et qui ont été prêtées par le musée d'Orsay. D'ailleurs, l'exposition est reconnue d'intérêt national, donc n'hésitez pas à y aller. Et si les tableaux, c'est pas votre truc, pas de souci. Il y a aussi des photos qui sont proposées en expo, mais cette fois-ci à Tourcoing. Donc, c'est une autre exposition qui est intitulée « Photographier l'Algérie » à l'Institut du monde arabe à Tourcoing. Donc, on y trouve des photos qui sont prises par des anonymes, mais aussi par des figures intellectuelles notables, comme par exemple Pierre Bourdieu, l'ethnologue Thérèse Rivière ou le photographe Marc Ribou. Et si toutefois vous n'aimez ni les photos, ni les tableaux, si vous préférez les activités en plein air, par exemple, quoi de mieux que d'aller à un concert. Donc, le 16 mars, le samedi, il y a un concert gratuit qui est offert donc par Énergie à l'occasion de l'inauguration du Ch'ti 2019. Et donc, on va y retrouver des artistes comme Slimane, Kenji Girac, Kinvé, excusez-moi, et Bilal Hassani. Bonsoir Paris, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Voilà, c'est ça. Et donc, en plus du concert, on a de très nombreuses animations gratuites qui seront mises en place durant les 2 jours à Lille, dans les escape games, murs d'escalade, sièges de massage et réalité virtuelle. Et donc, si vous risquez de rater le concert de samedi, pas de souci. Il y en a un autre le dimanche, avec des artistes comme les Ch'tis ont du talent, Jabberwocky et Elephants. Et enfin, pour les plus engagés d'entre vous, il y a une marche qui se déroule pour le climat, donc à la place de la République samedi à partir de 14h30. Et elle est à l'initiative du collectif Ensemble pour le climat Hauts-de-France. Et donc, rendez-vous dès 14h30 à la place de la République qui va décidément accueillir beaucoup de monde. Décidément, quel programme. Voilà. Merci Cathy, on se croisera sûrement dans l'un de ces 4 événements. Merci, oui, certainement. Très bien. Nous ne manquerons pas d'y aller. Hein. On essaiera, effectivement. Tout est retenu. C'est donc la fin du Master Mag, le magazine des M1. On se retrouve dans un petit mois avec 2 nouveaux présentateurs. Exactement, comme et Maud qui seront à notre place. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.